savez, une révolution enfant, un début de révolution, une révolution qui naît, une révolution à l'état naissant, c'est quelque chose de sublime. Parce que c'est un moment d'immense fraternisation et d'immense espoir. Et ces moments inoubliables, j'en ai vécu quelques-uns, même qui n'ont pas été tous des révolutions, comme par exemple la libération de Paris. J'ai vécu, dans un petit sens, les premiers jours de mai 68, j'ai été au Portugal au moment de la révolution des œillets. J'ai vécu par procuration, par la télévision, l'écroulement du mur de Berlin, etc. Et bien entendu, j'ai vécu par procuration ces merveilleuses révolutions tunisiennes et égyptiennes. Et alors, bon, je dirais, alors, après tout ceci, évidemment, commence à s'éteindre, commence à se disperser, commence à être récupéré, commence à être détourné, commence à être peut-être défiguré. Mais, c'est vrai, mais je crois que, comme dans la vie d'une personne, on a une vie, et puis on a connu des moments d'amour inoubliables. Ces moments restent dans une vie. Pour moi, je dirais, j'ai vécu des extases de l'histoire, pas seul, on a vécu des collectifs. Et ces extases de l'histoire, elles restent dans une vie. On ne peut pas les effacer. Elles nous nourrissent nos vies. Elles continuent à nous éclairer même quand nous sommes dans la tristesse, dans le malheur. Et je dirais en plus, puisque j'ai parlé hier de 1789, de cette explosion merveilleuse qui a été elle-même détournée, recouverte, etc., etc. Mais on a découvert en 1989, c'est-à-dire quand même 2 siècles plus tard, que le principe de liberté de 89 était plus fort que le principe, qui était pourtant magnifique, de la Révolution de 17, qui était universelle, tu l'as dit, l'émancipation humaine, mais qui était fondé au départ sur la dictature d'un parti qui disait être parlé au nom de la dictature du prolétariat. Le principe de la liberté a été plus fort que le principe de la dictature. Bon, alors donc, il renaîtra, il est né ici, dans le printemps arabe, et moi, je crois en son futur, mais je crois que même après les déceptions, les désillusions, il doit rester dans nos esprits. Voilà la première chose. Maintenant, je parle de ce problème israélo-palestinien. En effet, j'ai écrit dans Le Monde, pas seul du reste, avec Sami Nahir, qui est d'origine algérienne, islamique, et Daniel Salnav. Daniel Salnav est une femme écrivain. Et pourquoi je lui avais demandé... Ça ne marche pas? Je disais que j'ai demandé aussi, pour faire cet article, la collaboration de Daniel Salnav, une femme écrivain. Pourquoi? Parce que dans son journal où elle revenait de Palestine, qu'elle a écrit dans son petit livre, elle racontait ceci. Elle était dans l'avion de El Al, qui l'a ramené donc de Tel Aviv à Paris. Et dans l'avion, il y avait à côté d'elle, une famille israélienne, les parents, les enfants, des braves gens, des gens merveilleux, des gens sympathiques. Et elle se disait, et ces gens-là ne se rendent pas compte que leur bonheur est fondé sur le malheur de millions de pauvres Palestiniens, de ça. Et alors qu'elle avait senti, qu'elle avait eu ce sentiment, ça m'a touché et je lui ai demandé si elle voulait co-signer l'article. Bon, alors, cet article a subi des poursuites, a eu des aventures judiciaires. Il a été finalement innocenté, entre guillemets, par la Cour de cassation. Il s'appelait Le Cancer. Alors, le cancer, ça signifiait pas, dans notre esprit, ce qui est venu à l'esprit de beaucoup de gens, quand ils regardent la carte de la Cisjordanie, on voit un pays avec des tas de petites colonies comme ça qui le rongent de tous les côtés, et on me disait, ben c'est ça le cancer, vous avez. J'ai dit, oui, mais c'est pas ça que je pensais. Je pensais au fait que ce conflit répand ses métastases sur toute la planète. Comment?
Parce qu'on me dit, mais voyons, c'est pas possible. Écoutez, c'est quelques millions petits millions d'Israéliens, quelques petits millions de Palestiniens. C'est un problème extrêmement local. Alors que vous avez au Rwanda, vous avez au Soudan, vous avez des meurtres de masse, et vous avez... Je dis incontestablement, c'est vrai, et c'est vrai aussi que un peu les projecteurs du monde occidental ou du monde sont beaucoup plus sur le Moyen-Orient que sur le Rwanda, où on a pu faire un génocide dans l'inconnaissance de la plupart. Mais le problème n'est pas là, c'est que ça ne touche pas des petites populations. C'est que des millions de gens, de musulmans, de gens d'origine musulmane, islamique, d'arabes, sont concernés. Que des juifs du monde entier, qui finalement sont quelques millions, se sont concernés. Que des chrétiens, qui sont encore des centaines de millions, avec leur lieu saint, sont concernés. Et c'est pas seulement qu'ils sont concernés, mais qu'a-t-on vu à partir de ce conflit? Ça n'a pas été le seul ferment c'était pas été le seul ferment d'un formidable anti-judaïsme qui n'existait pas auparavant dans le monde arabo-islamique se répandre, d'un formidable anti-islamisme qui n'avait pas cette virulence dans le monde juif et dans le monde chrétien. Nous voyons donc effectivement, et c'est un conflit qui pourrit tout. Bien entendu, c'est pas la seule source de tout ce qui va mal dans le monde, mais c'est une source, une plaie ouverte. C'est du pus qui sort de cet abcès sans arrêt. Et voilà quelle était l'idée fondamentale de cet article. Et dans le fond, quand on voit ce problème qui s'aggrave sans arrêt, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a une solution évidente possible, mais que malheureusement, cette solution évidente possible est la seule qui est présentement impossible et dont on ne voit pas la possibilité dans les temps qui viennent. Quelle est cette solution évidente possible? Eh bien, elle est sortie dans des dizaines de réunions entre bonne volonté israélienne, bonne volonté palestinienne, bonne volonté de tous les pays. C'est évidemment les frontières de 67, parce que la solution, évidemment, ne consiste pas à détruire Israël, à l'éliminer. La solution ne consiste pas à renvoyer les Palestiniens dans la Jordanie et occuper cette chose que les Israéliens appellent Judée-Samarie. La solution était de trouver un compromis territorial qui permette à deux États-nations d'exister. Disons, c'est même pas la solution idéale, parce qu'il est évident que tout esprit éclairé pensait qu'il fallait qu'un seul État multi-ethnique, multi-religieux, etc., comme le grand Édouard Saïd. Mais enfin, dans les conditions actuelles, il fallait bien qu'on arrive à cette idée. Et frontière de 67, peut-être rectification ici et là pour que certaines colonies près des frontières soient maintenues, mais avec des territoires en échange. Jérusalem, capitale de deux États, puisqu'il y a deux villes, l'une palestinienne, l'une israélienne. Bien entendu, la meilleure solution aurait été d'internationaliser totalement Jérusalem et d'en faire un lieu de paix religieuse, puisque dans le fond, les trois religions ont la même source, mais ces trois religions qui ont la même source ne peuvent même pas s'entendre sur Jérusalem, et en plus, les chrétiens eux-mêmes sont divisés sur la garde de leur lieu saint. Bon, passons sur les difficultés du dialogue interreligieux. Je ferme cette parenthèse. Alors, donc, Jérusalem, capitale de deux États, double capitale, et puis la question, effectivement, des réfugiés, des solutions qui permettent aux réfugiés dont les familles se trouvent en Israël de retrouver les leurs, d'autres de retourner dans les futurs États palestiniens, et de ceux qui ne reviendraient pas, parce qu'ils n'ont plus de lien ou plus de famille,
des modes de dédommagement ou d'arrangements internationaux qui sont autres que ces camps dans lesquels se trouve cette masse de paix. Donc, si vous voulez, c'est sur le cas des retours des réfugiés qui avaient le plus de difficultés, mais là aussi, il y avait possibilité de trouver des solutions humaines. Or, cette solution, proposée et reproposée sans trêve, elle est et là, qui est la seule possibilité, est de plus en plus impossible à cause des dégradations internes de la situation qui elles-mêmes conduisent à des dégradations externes. Dégradation interne, ça veut dire que la radicalisation du conflit colore de plus en plus deux revendications nationales, disons d'une nation israélienne et d'une nation palestinienne, nations du reste qui sont nées en même temps, qui se sont développées en même temps, et dont la maladie terrible qui frappait l'une et l'autre était qu'elles naissaient sur le même territoire. Donc, deux nations à l'état naissant qui sont nées l'une et l'autre sous des aspects laïques. Il faut penser que le sionisme, à l'origine, était quelque chose de social-démocrate, disons, de socialiste, quelque chose qui venait de la gauche, de la diaspora juive de Pologne, de Russie, et que le Fatah était quelque chose de laïque aussi. Il faut voir que dans ces deux nations, le caractère religieux a pris de plus en plus d'importance et a de plus en plus pénétré la revendication nationale. Puisque, disons, à partir du caractère religieux, des rabbins et des juifs, bien entendu, d'Israël, disent, mais cette terre est à nous depuis 4000 ans. C'est notre terre, c'est pas. La Bible l'a dit. Dieu l'a dit. Et bien entendu, Dieu a parlé aussi par la voix du Fatah. Israël n'a aucun droit de rester ici. Dieu ne veut pas. Alors, quand Dieu se mêle des affaires politiques humaines, la tragédie s'amplifie et prend un peu plus d'horreur. Donc, c'est un premier cas de dégradation. Et j'ajoute que la dégradation joue aussi sur le fait que, en Israël, la radicalisation du conflit a conduit à la décomposition de la gauche israélienne qui elle-même était animée par un esprit, disons, de reconnaître un autre État palestinien qui avait, disons, une volonté de paix, de compromis, où se manifestait cette chose. Cette gauche s'est décomposée, évidemment, dans ces conditions, et aussi dans des conditions qui font qu'en Europe, enfin un peu partout dans le monde, sauf peut-être en Amérique latine, la gauche se décompose. Mais enfin, disons, ce qui était important dans cette histoire, c'est que c'était ce ferment de paix et de négociation qui se décompose, et au profit, effectivement, d'une coalition que nous connaissons, et auprès de laquelle M. Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères, semble, auprès de laquelle M. Le Pen semble un ange d'une douceur extrême par rapport à ces personnages. Mais nous avons eu, effectivement, la cassure, Gaza, le Hamas, etc. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait besoin d'une unité forte de la revendication élémentaire de la Palestine à son droit, ce parti se coupe cassé en deux. Et puis en plus, nous avons des phénomènes de corruption qui ont joué évidemment en Israël, qui ont joué aussi pour le Fatah et pas pour le Hamas sur le plan strict, mais enfin qui ont conduit des dégradations intérieures. Bien entendu, il y a eu des éléments positifs, du moins en Cisjordanie, avec un certain, je dirais, développement économique, c'est-à-dire un certain minimum vital, mais qui n'empêche rien. Ce sont des éléments tout à fait mineurs.